Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bienvenue dans la grande question. Nous accueillons avec beaucoup de joie le docteur Mohamed Moustapha Ngouo. Merci d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité par rapport à cette thématique qui est de plus en plus d'actualité. Bonjour professeur Mouchili. Bonjour. Professeur Mouchili, merci de venir comme d'habitude et d'entraîner avec vous des chercheurs pour qu'on réfléchisse ensemble sur des questions qui nous préoccupent. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation renouvelée. Nous avons entendu depuis 10 jours, et peut-être bientôt 2 semaines, beaucoup de menaces relatives au nucléaire. Nous avons entendu qu'on a bombardé une centrale nucléaire, entre guillemets, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Nous avons entendu que il y a des pays qui mettaient en alerte leur bombe nucléaire au cas où quelques personnes, ou bien au cas où certains pays les attaqueraient. Nous avons entendu autant de menaces sur des vies humaines. Et en tant que philosophe, nous nous sommes dit, il est juste de s'arrêter un moment pour réfléchir sur la thématique, la science et le nucléaire qui constituent l'essentiel de notre débat aujourd'hui. Oui, oui. Merci infiniment d'avoir accepté cette démarche-là, de venir réfléchir avec nous, non pas pour raconter les théâtres du conflit, mais davantage pour voir comment est-ce qu'on peut, quelle réflexion on peut poser sur cette menace, sur cette monstruosité qui est en alerte derrière l'humanité et qui peut la détruire en quelques minutes, en quelques jours. Voilà. Qu'est-ce que le philosophe peut penser de la question du nucléaire? Et pour le faire, nous allons adopter une démarche en 3 moments. Nous allons définir ce que c'est que le nucléaire. Et dans cette définition, nous allons suivre par le contexte du nucléaire, le contexte de création de ces bombes-là, pourquoi ça a été fait. Nous allons parler de l'éthique du nucléaire. Est-ce qu'il y a une éthique? Est-ce qu'il y a une philosophie qu'on peut faire sur la question du nucléaire? Et nous allons enfin parler de l'avenir du nucléaire. Voilà un peu la démarche que je nous propose pour cette réflexion. Docteur Moustapha, vous avez travaillé sur le nucléaire en philosophie. Et je pense qu'il est normal que je me tourne vers vous pour essayer de comprendre ce que c'est que le nucléaire. Qu'est-ce que le nucléaire, docteur? D'accord. J'ai bien mené des recherches en physique, et particulièrement en physique quantique, mais on ne peut pas parler de la physique quantique sans toutefois se prolonger ou bien jeter un regard sur la nature même des nucléaires. Alors pour répondre à la question, qu'est-ce que le nucléaire? Il faut d'abord essayer de retracer l'histoire ou bien de remonter dans l'historicité, essayer de comprendre à quel moment le nucléaire entre en science et impose une nouvelle démarche à la communauté scientifique. Alors il faut préciser que c'est à partir des années 1940 que le monde tourne désormais le regard vers le nucléaire, c'est-à-dire vers la physique nucléaire. Et ce regard maintenant a poussé les scientifiques à développer beaucoup plus des recherches et particulièrement sur la radioactivité. Et cette radioactivité maintenant, c'est à partir de la radioactivité que l'homme a donc pu découvrir en quelque sorte que l'atome n'était pas constitué essentiellement des 2 particules qu'on avait l'habitude de croire et que la matière n'était pas déjà définie comme le pensaient les scientifiques du 19e siècle et qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur même de la physique subatomique. Alors, lorsqu'on essaye donc de faire un voyage dans ce monde-là, on se rend compte qu'il y a l'énergie, l'atome contient l'énergie qui peut facilement provoquer, si on essaye d'utiliser à bon escient, parfois même des bombardements. Et la recherche qui déclenche en quelque sorte cela est la recherche menée entre l'énergie et la matière. Quelle relation est-ce qu'on peut donc désormais déterminer entre l'énergie et la matière? Et cela est contenu dans l'équation de Einstein, énergie égale à mc carré. Donc le nucléaire ici
peut nous permettre ou bien peut être défini comme étant l'ensemble des recherches scientifiques sur l'atome, mais plutôt dans sa dimension subatomique et non dans sa dimension macroscopique. Donc nous sommes ici au niveau même de l'élément microscopique, c'est-à-dire du plus petit élément de la matière. Donc, et à partir de ce moment, on a pensé que on pouvait s'en servir pour développer quoi, la radioactivité. Oui, justement, il faut faire une autre précision pour dire que d'abord, le nucléaire vient des noyaux. Oui. C'est-à-dire les recherches faites au niveau de constitution du noyau atomique, parce que nous sommes à l'échelle subatomique, comme il a précisé tout à l'heure. Et cette science, ça prend en charge surtout les atomes lourds, à l'instar de l'uranium ou du plutonium. Parce que quand vous voyez un atome d'uranium est près de 243 fois de masse supérieure à l'atome d'oxygène, par exemple. Bon, on va choisir de travailler dans ces conditions sur les atomes lourds. Bon, maintenant, on va réaliser que il y a deux niveaux d'activité qu'on pourrait mener sur le nucléaire, sur le noyau atomique, parmi les éléments atomiques que je viens de citer, c'est-à-dire le plutonium ou l'uranium. Bon, il y aura une capacité d'usage civil de la connaissance du nucléaire avec la production d'électricité. Et je vous dis que c'est grâce à l'énergie nucléaire que la France, par exemple, a le coût d'électricité le plus bas en Europe. Voyez-vous? Et bon, il y a une autre dimension. Seulement, cette option de faire usage civil de l'énergie nucléaire, la capacité pour un atome d'uranium de fournir un niveau d'énergie qu'on utilise seulement pour l'électricité est de moins 1%. C'est-à-dire moins d'1% dans le contenu de toute l'activité nucléaire qu'il y a à l'intérieur du noyau atomique, voyez-vous. 99% pourraient servir à d'autres, parce que les 99% de ces constituants sont, bon, on peut faire ça comme des fissions, et on peut alors utiliser ça dans le sens militaire, voyez-vous. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que la science nucléaire, c'est comment la science prend-elle en charge les éléments subatomiques contenus dans le noyau d'un atome. Oui, c'est ça l'essentiel. Et maintenant, il reste, on parle de l'uranium enrichi qui sert aux militaires. C'est à ce niveau que ça devient compliqué. Oui, et l'uranium civil. Quelle distinction? Donc, au niveau de, pour parler de la distinction entre l'uranium militaire et l'uranium civil, il faut aussi essayer de revenir sur l'expression ou bien le concept de nucléaire militaire et nucléaire civil. Alors, au niveau de nucléaire militaire, nous avons ici la possibilité d'un bombardement. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a la matière est condensée et le noyau est exploité à un degré et accéléré, réchauffé, pouvant participer ou bien favoriser une explosion. Or, au niveau de nucléaire civil, il s'agit tout simplement de gaz qu'on peut, après l'exploitation, par exemple, dans des industries, retrouver dans la nature. Et parfois, on néglige. Par exemple, lors d'un accident, peut-être de moto, on ignore tout simplement qu'on peut avoir, par exemple, on peut être contaminé par de mouvements ou bien des actions nucléaires. On laisse, mais peut-être 6 ans après, c'est 6 ans après qu'on se rend compte qu'on a un problème peut-être de cancer. Et c'est à partir de là qu'il faut donc essayer de comprendre quelle est donc l'action civile sur, par exemple, le changement climatique ou bien sur le phénomène nucléaire. Du coup, on peut penser que la radioactivité n'est pas seulement le fait de l'uranium. Non, la radioactivité, c'est le déchet nucléaire radioactif. Oui. Que ce soit usage militaire ou civil. Oui. Parce que c'est comme une sorte de gaz qui se dégagerait après usage de l'énergie nucléaire. Oui. Et c'est à ce niveau que, au lieu de penser à encadrer la science à partir de politiques ou bien des opérations éthiques qui seraient a priori, il faudrait plutôt se demander comment faire usage, comment gérer le déchet produit par le nucléaire. Parce qu'il y a des sciences qui vont
se développer aujourd'hui et qui permettront soit la transformation de déchets nucléaires en d'autres choses, soit la gestion de ces déchets de façon à ce que qu'on ne continue pas à polluer les océans, où on a tendance à rejeter tous les déchets. Voyez-vous? Il faut déjà savoir que la quantité d'énergie nucléaire utilisée pour l'électricité n'est pas des plus mauvaises. Voyez-vous? Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est de savoir, lorsqu'on a une centrale nucléaire qui produit de l'électricité, il faut savoir comment on va faire pour qu'à l'avenir, on ne soit pas en train d'accumuler une quantité d'énergie nucléaire qui pourrait s'échapper de l'endroit où on la garde pour atteindre les vies, les différentes formes de vie. Aujourd'hui, on a déjà pensé à des formes de technologies qui pourront servir à la gestion ou à la transformation du déchet nucléaire. Sauf que la propagande autour de ce qu'on appelle un nucléaire négatif est plus forte que la volonté d'interroger le scientifique pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il faut faire quand on sait que l'activité nucléaire produit des déchets radioactifs qui pourraient être nocifs aux différentes formes de vie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vie humaine, ça détruit toute forme de vie. Docteur Mohamed, finalement, entre l'uranium enrichi et non enrichi, c'est le scientifique qui décide s'il enrichit ou pas. Parce que si on dit qu'enrichi, il est dangereux, et non enrichi, il peut être utilisé pour la production de l'électricité, par exemple. Je parle là de la peur qu'on crée autour du concept du nucléaire. Comment est-ce qu'on réussit à contrôler cela? En réalité, en science, il faut éviter le concept de peur. Il faut éviter le concept de peur. Un enfant, par exemple, a peur de la nuit. Parce qu'en réalité, il ne peut rien. Mais pourtant, la science peut être contrôlée. Si la science peut donc être contrôlée, on doit parler des risques. Entre la peur et le risque, c'est deux concepts largement différents. Maintenant, lorsqu'on parle des risques, on sait désormais que le nucléaire résout beaucoup de problèmes. Et on peut recenser trois problèmes. Parmi ces problèmes, nous avons par exemple le premier qui touche l'interaction entre les particules ici d'un atome. Et nous avons donc constaté qu'à partir donc de ce problème, nous avons pu, à travers par exemple l'interaction électromagnétique développée par Maxwell, établir une théorie qui serait complétée ici à la fin du 19e siècle. Il y a aussi l'interaction gravitationnelle qui aurait permis à Newton de reconnaître à partir du 17e siècle qu'il y a probablement une connexion ici entre le monde longtemps, les deux mondes longtemps disloqués par la physique aristotélicienne. Nous avons aussi par exemple la naissance, comme le disait le prof tout à l'heure, de l'interaction forte et l'interaction faible. Et à partir donc de l'interaction forte, on a donc constaté un mouvement ici à l'intérieur du noyau. Et ce mouvement a permis ici l'avancement des recherches en physique. Mais maintenant, faut-il reculer parce qu'on a peur? Faut-il développer une technophobie? Parce qu'on s'est dit que si on crée les centrales nucléaires, par exemple, on risque d'avoir des effets de bombardement, comme par exemple, ça a été le cas au Japon avec Nagasaki et Hiroshima. Faut-il créer donc cette forme d'amalgame pour pouvoir retarder le développement de la science? Moi, je crois que la réponse est absolument négative. En réalité, le monde a besoin de la science. La science ne peut pas fonctionner à risque zéro. La science est toujours négative. Mais c'est toujours ici vient juste pour pouvoir me permettre, j'utilise le concept toujours, juste pour pour insister sur le côté négatif de la science. Mais seulement, la science doit être cernée comme étant une discipline ambivalente. Surtout que la science en elle-même ne peut pas être mauvaise. Nous avons pris le cas avec le prof tout à l'heure, où il était en train de
préciser que la France, à travers les centrales nucléaires ici, fait partie des nations qui ont l'électricité à faible coût. Oui, oui. Voilà. Maintenant, si par exemple l'Afrique, parce que moi j'aime toujours revenir dans le cas de l'Afrique, si l'Afrique peut donc développer cette peur par rapport au nucléaire, parce qu'elle se dit, ce qui se passait au Japon risquerait probablement de se produire en Afrique et qu'on essaye par exemple de démissionner. Alors vous avez posé une question tout à l'heure. Nous sommes en train de vivre l'actualité. Cette actualité-là est influencée par quoi? N'est-ce pas parce que ces grandes puissances-là possèdent le nucléaire qu'à un moment donné, on s'observe en chien défaillant? Et si, par exemple, on attaquait l'Afrique aujourd'hui, comment est-ce que nous allons nous comporter? Faut-il croire, par exemple, à la sorcellerie pour riposter ou bien à la magie? Je vous retourne la question. Merci. Donc, Oui, oui. Sauf que, prof, je pose la question, je peux l'oublier, pardon. Oui, oui. Est-ce que le nucléaire n'est pas la limite entre les sociétés scientifiques dites civilisées et les sociétés non scientifiques? Oui, c'est ça qui crée la grande division en deux groupes ou en trois groupes. Et le troisième groupe qui sera appelé le tiers monde. Et ce monde-là, on peut encore justifier qu'on ne produise pas de l'énergie nucléaire parce qu'on n'en a pas encore les moyens. Mais on ne peut pas justifier cela par le fait que ça devrait faire peur ou ça devrait être un autre danger à venir. Tel que je dis, la quantité d'énergie nucléaire que nous pouvons utiliser à des fins civiles est telle que il faudrait qu'on s'y engouffre très rapidement parce que beaucoup de pays sont en train d'y entrer. Et ce n'est pas une ressource inépuisable. La vitesse avec laquelle nous utilisons le nucléaire à usage civil, d'ici 150 ans, on n'en aura plus les moyens parce que ça sera terminé. Il n'y aura plus de sources où nous allons puiser cette capacité d'avoir de l'uranium, où on a encore un taux, parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est 0,97% de la quantité d'énergie nucléaire subatomique qu'on utilise comme pour faire de l'électricité. 99% et un peu plus, c'est pour d'autres fins, pour ce qu'ils appellent souvent ça l'énergie à fission, ce qui se fait dans des centrales nucléaires où on enrichit cette énergie pour des causes ou bien pour des besoins militaires. Oui. Bon, maintenant, si désormais on estime que l'énergie nucléaire pourrait être source de peur, ça signifie qu'on serait en train d'avoir peur même de la science. Parce que moi, je suis toujours d'avis avec Paul Gilbert, pour qui celui qui ne croit pas en la science aujourd'hui est un rêveur dangereux. Pourquoi devons-nous croire en la science? Parce que la survie ne dépend pas du politique, la survie des nations actuelles. Ça ne dépend pas du politique, ça ne dépend pas d'une économie qui, au nom de la surexploitation des compétences de l'homme, veut instaurer un système néolibéral qui est en train d'uniformiser les formes de vie. Il a parlé d'un monde disloqué. Je me dis que pour nos étudiants qui suivent l'émission, quand il a parlé de la physique classique avec les anciens, cette dichotomie signifiait quoi? Qu'à partir de Platon, on a pensé que le monde avait deux sphères. Un monde supralunaire qui, selon Platon, correspond au monde des idées, et un monde sublunaire ou infralunaire qui est notre monde, qui, selon Platon, est un monde soumis à la génération et à la corruption. Et selon Platon, il fallait se situer dans ce monde supralunaire qui représentait en nous la patrie divine en l'homme. C'est-à-dire la patrie qui serait l'essence ou la substance permettant de nous distinguer des autres êtres vivants. Bon, mais Newton a remis les pendules à l'heure en
disant qu'il n'existe pas deux mondes. Il n'y a qu'un seul monde. Et ce n'est que de cela que parle la philosophie de Martin Heidegger. Quand il parle de l'historicité, il n'y a pas d'autre nature d'être qu'on puisse étudier en dehors de l'être déterminé par l'histoire ou la temporalité. Donc, et d'où la critique que Heidegger adresse à toute l'histoire de la philosophie. Sauf qu'il n'agit pas là nécessairement comme un scientifique. Il pose le problème philosophiquement et entre dans un registre métaphysique, mais qu'il laisse comprendre qu'il est au parfum, il est au courant des derniers développements de la science. Et c'est à ce niveau que la philosophie de Martin Heidegger peut servir de début de correction pour ceux qui ont pensé à un moment qu'il fallait toujours définir l'homme par rapport à une transcendance. Or, nous savons quel a été l'échec d'une telle situation au XVIe siècle, lorsqu'il y a ce mouvement de la Renaissance italienne, avec la remise en question de la volonté de l'Église, qui pensait pouvoir attribuer l'arrivée de la peste qui pensait pouvoir dire que l'arrivée de la peste est la conséquence de nos péchés. Voilà. Bon, mais maintenant, quand on fait usage de l'énergie nucléaire, il s'agit d'exploiter toutes les capacités que nous offre la nature pour être capable d'affirmer notre besoin d'épanouissement ou de vie émancipée. Bon, à cette échelle, est-ce qu'il faut développer une peur par rapport au nucléaire ou alors faut-il tout simplement savoir comment gérer les déchets nucléaires, savoir comment entretenir nos centrales nucléaires, savoir qu'il ne faut pas oublier que les océans constituent les 2/3 de notre planète et que par conséquent, ce sont ces océans qui sont les régulateurs du système de vie des planètes et qu'il faudrait savoir que même les tsunamis, lorsqu'on est en train de changer les fonds sous-marins avec les déchets nucléaires qu'on y éjecte, il y a possibilité de tsunami. Et le dernier tsunami en date, je pense, c'était dans un pays asiatique. Je pense que c'était autour des années 2008. Les morts se comptaient par dizaines de milliers. Donc, il ne faut pas... or, si on avait écouté le scientifique, le grand problème dans notre contexte actuel, c'est qu'on écoute plus le journaliste, plus le politique, plus l'économiste que le scientifique. On ne va vers le scientifique que lorsque fatigué d'erreurs, on se rend compte qu'il faut se raviser et que la vie devrait continuer. Docteur Mohamed, dans l'ancienne science, appelons-la comme ça, permettez, on pensait par exemple que pour produire l'électricité, il faut de l'eau. Aujourd'hui, on sait qu'à partir des déchets, on peut produire de la lumière, à partir de la terre, on peut produire de la lumière. Et vous avez eu raison tout à l'heure de dire que l'énergie est dans la matière. Est-ce que le nucléaire est produit seulement à partir de l'uranium? Ou alors, vous avez pris l'exemple tout à l'heure de l'accident de moto, en montrant que l'effet radioactif aurait créé un cancer. Est-ce que le nucléaire est essentiellement produit par l'uranium? Face à cette question, je dirais tout simplement que ce serait un réductionnisme. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle déjà d'énergie, là où il y a l'énergie probablement, il y a forcément un gaz qui peut s'échapper. Et lorsque la nature est un peu polluée, directement l'homme va croire nécessairement qu'il existe maintenant un danger. Maintenant, à la question de savoir si le nucléaire est produit uniquement par l'uranium, je dirais oui, mais toutes les matières chauffées à une température élevée produiraient probablement une sorte de nucléaire, mais nucléaire civil. Mais ce nucléaire civil pourra donc facilement impacter l'existence. Mais seulement, il faut aussi comprendre que l'humanité ici fonctionne à un degré de risque élevé. Lorsqu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'humanité. Il faut aussi rappeler, par exemple, pour pouvoir justifier cela, que c'est à partir de 1940 que les recherches en physique nucléaire ici prennent un degré élevé. C'est-à-dire juste après la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez un peu, pendant la Deuxième Guerre. Alors, vous voyez un peu que avant la Deuxième Guerre mondiale,
tout le monde avait tourné le regard vers la physique nucléaire, mais il n'y avait pas d'accélération. Mais maintenant, lorsque l'humanité se plongeait dans la guerre, alors on a donc développé des stratégies pour pouvoir éliminer donc toute forme de peur. Donc la peur, ici, ne doit pas être synonyme d'une démission, mais plutôt synonyme d'un engagement qui pourrait activer en quelque sorte la curiosité du chercheur. Juste une précision, juste pour dire que même pendant la guerre 14-18, Einstein, puisque c'est en 1913 que Einstein dit l'énergie est égale à la matière, ou la matière est égale à l'énergie. Sauf que Einstein n'est qu'au début de la mise, de la mise à disposition de ces recherches. Mais ce que les chercheurs font, c'est qu'au fil du temps, on va commencer à faire une recherche davantage appliquée. C'est-à-dire, ce que nous connaissons théoriquement peut ne plus servir seulement au laboratoire. On peut essayer de penser une sorte d'usage industriel de l'activité nucléaire. Voyez-vous? Bon, maintenant, il faut savoir que le scientifique travaille dans le sens de nous indiquer quelles sont les possibilités que nous pouvons avoir, si on veut, peut-être avoir un armement dissuasif, si on veut avoir une électricité qui ne dépendrait plus seulement de l'hydraulique. Voilà, le scientifique fait des propositions par rapport aux fruits de ces différentes recherches. Maintenant, l'usage qu'on en fait ne condamne pas le scientifique. Ça ne condamne pas le scientifique. Il vaut mieux que ce soit encore le scientifique qui pense comment en faire usage sans mettre les vies en danger. Ça ne signifie pas qu'on sera à un niveau de risque zéro, mais ça signifie qu'il y a un renouvellement technologique qui pourrait permettre d'évaluer le niveau de risque et de savoir comment gérer. Parce que on ne peut faire la science qu'en fonction de la nature que l'homme lui-même présente comme caractéristique de son existence. L'homme ne vit que dangereusement. Voyez-vous? Et dans cette dangerosité, il a réussi à percer le mystère même de la signification de son existence. Bon, on pourrait dire, est-ce que si la matière... Parce que si on commence déjà à comprendre que la matière a à l'intérieur d'elle-même une activité permanente, ça élimine déjà une pensée qui relève peut-être de la religiosité. C'est-à-dire, ça élimine la probabilité d'existence d'un créationnisme qui serait le point de départ de nos différentes existences. Voyez-vous, le créationnisme, pour que ça se justifie, il faudrait que la matière soit inerte. Mais aujourd'hui, on réalise que la matière n'est pas inerte et que les différents mouvements de la Terre créent... Je vais prendre un exemple plus simple. Regardons à l'échelle de la nature. Nous sommes sur une Terre, par exemple, qui par nature, en fonction des études géochimiques, peut produire en son sein 0,03% dans la constitution des gaz de CO2. C'est-à-dire, nous n'avons pas, l'homme n'est pas encore en pleine activité. Et c'est 0,03% de CO2 produit par le contenu de la Terre, par la structure de la Terre, qui fait qu'à l'échelle mondiale, la température soit de moins 20 degrés Celsius. Or, s'il n'existait pas du tout de production de CO2, déjà, qui caractériserait la Terre, on serait à moins 18% de température. Et si naturellement, le premier homme est originaire d'Afrique et qu'il a réussi à survivre aux différentes températures, ça signifie qu'en Afrique, on ne pouvait pas avoir une température en deçà de 0 degré et voir des gens survivre. Voyez-vous? Bon, toutes ces explications montrent que nous n'avons à organiser notre existence qu'à partir de la connaissance que nous avons de la matière. Et à ce niveau, 3 sciences sont indispensables. La physique, la biologie et la chimie. Voyez-vous? Mais toutes les autres sciences maintenant qui arrivent
ne vont faire que dériver de ces sciences-là. 3 sciences fondamentales. Oui, oui. Docteur Mohamed, quand on regarde la physique que nous étudions aujourd'hui, à partir de ce que nous disons sur cette relation imbriquée qu'il y a entre la matière et l'énergie, on a l'impression que nous ne sommes même pas à l'ordre du jour. Non, je pose la question parce que nos physiciens, nos chercheurs doivent prendre conscience de cette relation et changer. Non, je pense pas que nos physiciens et nos chercheurs en ont pris conscience. Mais ce qu'il faut faire, quel est le niveau d'implication du politique dans le soutien à accorder à la recherche? J'ai envie de penser autrement. J'ai envie de penser que le scientifique au laboratoire, en s'attaquant à la matière, va découvrir des choses et va convaincre le politique de changer de postulat de financement ou bien de... Il faudrait que l'oreille du politique vous écoute. Oui. Nous avons dans nos universités, je vous assure, des grands savants. Des gens, je ne parle pas de tout le monde, mais il y a une crème. C'est-à-dire, nous sommes en mesure de constituer notre NASA ici au Cameroun, par exemple. Mais il faudrait qu'une importance soit accordée au développement de la technologie. C'est-à-dire au développement de la science fondamentale. A essayé de détourner ma question. Je pose la question autrement. Est-ce que nos scientifiques ne se sont pas autocensurés? La question est là et existe. En fait, je ne vais pas répondre comme le professeur Mouchili. Oui. Peut-être je vais donner une réponse qui pourrait facilement vous convaincre. Parce qu'en réalité, quand on observe par exemple nos chercheurs, nous avons 2 catégories de chercheurs. Nous avons notre première catégorie de chercheurs qui ici s'enferment tout simplement dans une forme de religiosité dont vous avez fait mention tout à l'heure. En réalité, nous avons des chercheurs qui ont encore peur. Nous avons des chercheurs qui ont encore peur de s'enfermer et de participer en réalité et de faire l'action ici à travers leur propre curiosité. Et je prends le cas par exemple, j'ai fait 10 ans au département de philosophie où j'ai reçu des connaissances qui m'ont même fait parfois mal, comme disait Descartes. Je doutais radicalement de la majorité de ce que je recevais parce qu'il y a des moments où quand tu observes par exemple la métaphysique enseignée, tu te rends compte que comparativement à ce que tu observes par exemple dans les grandes universités, d'ailleurs, tu te retrouves en déphasage avec la logique. Il faudrait corriger, nous sommes aussi dans une grande université. Oui. Dans d'autres universités, ça ferait la journée. D'accord, dans d'autres universités. Alors tu te rends compte que en réalité, ce que tu as comme connaissance semble être une connaissance caduque, dépassée. Donc ça n'existe même plus. Ça ne peut même plus servir ici à résoudre ne serait-ce qu'un seul petit problème. Mais pourtant, nous sommes en train de penser la probabilité pour pouvoir révolutionner notre société. Est-ce que la science ici, telle que connue dans sa dimension classique, peut permettre à l'homme du 21e siècle de développer sa société? C'est un peu ça qui fait problème. C'est pour ça que j'ai pris la peine de distinguer 2 catégories de savants que nous avons ici en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. C'est la raison pour laquelle je parlais de l'âge de notre physique. On va faire la transition pour passer à la deuxième partie de notre réflexion, l'éthique du nucléaire ou une philosophie du nucléaire. Parce qu'après, on a parlé de peur tout à l'heure et le docteur Mohamed nous a demandé, recommandé, et le professeur Mouchili l'a souvent dit, d'éviter la peur, mais de savoir qu'on ne peut pas faire de science sans risque. Il n'y a pas de risque zéro. Maintenant que le nucléaire est là, et maintenant, on va sortir un peu, ce n'est pas le nucléaire civil qui va nous intéresser, mais c'est davantage le nucléaire militaire, ce nucléaire qui nous fait peur, ce nucléaire qu'un chef d'État a brandi en disant qu'il met ses armes nucléaires en alerte et que celui qui s'approcherait se rendrait compte, verrait ce qu'il n'a pas encore vu. Professeur Mouchili, est-ce qu'on peut développer, puisqu'on ne peut pas détruire, on ne peut plus, il me semble, renoncer au nucléaire, et la construction du monde
a bien fait ou mal fait, on peut juger selon ses positions, de confier, de laisser ce nucléaire à quelques peuples. Au nom de quoi? Peut-être que ça va nous intéresser aussi. Mais est-ce qu'on peut développer une éthique du nucléaire qui protège l'homme, si tant est qu'on considère encore que l'homme est la mesure de toute chose? Bon, la seule éthique à développer, c'est de créer au niveau de l'exploitation du nucléaire un équilibre de la terreur. Voyez-vous? Oui. Le monde ne peut pas devenir unipolaire. À partir du moment où on ne peut pas avoir du répondant vis-à-vis de toutes les nations parce qu'on est seul à posséder le nucléaire, il y aura un chantage que les autres peuples pourraient subir. Plusieurs pays dans notre contexte actuel possèdent cette capacité nucléaire militaire. Et au-delà même des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité qui ont l'autorisation d'avoir ce type d'armes, on constate que d'autres pays qui ont été jugés comme pays de la périphérie ont développé cette arme. Et vous voyez, lorsqu'il y a des conflits à travers le monde, les pays qui ne possèdent pas cette capacité sont très rapidement bombardés. Mais c'est avec une sorte de prudence qu'on aborde les pays, certains autres pays, même quand on les soupçonne seulement d'avoir cette capacité de frappe nucléaire. Oui. Voyez-vous, vous pensez que un chef d'État américain aurait eu à négocier avec un président de la Corée du Nord si celui-là n'inspirait aucune quelconque peur au temps de Kadhafi? Qui a eu à négocier avec lui? Personne. Regardons le conflit actuel en Ukraine. On a parlé les Ukrainiens ont réclamé qu'on fasse de leur espace aérien une zone d'exclusion. Une zone d'exclusion pour que les avions étrangers ne puissent, bon, russes particulièrement, ne puissent plus survoler le ciel ukrainien. Mais pourquoi l'OTAN ne le fait pas? Mais il faut savoir que... Parce que l'adversaire... Oui. L'adversaire est dans une position dissuasive par rapport à quiconque voudrait l'affronter. C'est vrai qu'on va dire la Russie a affaibli, son industrie est démantelée, et les mécanismes de financement ont été suspendus, et la Russie ploie sous le poids des sanctions, mais toutes ces sanctions ne dégradent pas l'efficacité de son arme nucléaire. Or, c'est de ça qu'il est question. Comment faire pour que... Parce que la vraie question objective n'est pas nécessairement de dire est-ce que Poutine n'est pas méchant en bombardant l'Ukraine, mais là, il faut plutôt se demander est-ce que Poutine peut faire autrement pour imposer à d'autres le respect qu'il veut mériter. Si c'est la seule voie, ça veut dire que, puisqu'il y a eu des négociations auparavant, après toutes les formes de négociation, en dernier ressort, il fallait faire usage de cette capacité pour qu'on soit reconnu dans sa dignité comme être capable d'être respecté. Bon, maintenant, que doit faire le monde? Puisque personne n'a envie de mourir, il faut maintenant utiliser ces armes nucléaires comme mobiles de dissuasion, moyens de dissuasion par rapport à quiconque voudrait l'attaquer. Et vous voyez bien que la Russie est condamnée par tous, mais la Russie n'a pour adversaire sur le terrain que l'Ukraine. Voyez-vous? Bon, parce que les sanctions qu'on applique contre la Russie modifient tout le système économique mondial. Vous ne pouvez pas condamner le pays qui a beaucoup plus de ressources naturelles que la majorité des pays du monde et n'est pas en souffrir. Voyez-vous? Oui. À 40%, on dit l'Europe dépend
du gaz russe. Et la Russie, ce pays qui géographiquement est le plus grand du monde, a été disloquée lorsqu'elle constituait plutôt une Union soviétique avec plusieurs autres pays. Mais la dislocation de la Russie n'a pas signifié la dislocation de l'intelligence capable de parvenir au nucléaire. J'ai l'impression que, parce que la Russie a vécu la crise économique, a vécu sous les sanctions, on a pensé qu'elle s'était affaiblie au niveau de son armée. Bon, maintenant, on assiste plus à la guerre des médias, de l'information, qu'à la guerre réelle sur le terrain. Voyez-vous, bon, peut-être, quand on dit les Ukrainiens résistent, mais on dit un seul pays a déjà accueilli 1 million de réfugiés, c'est un peu contradictoire. Que vous soyez très résistant, mais on vous retrouve en train de fuir en grand nombre votre pays. Il y a aussi certainement une guerre des médias. Je reviens sur ma question, Dr Mohamed. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire que le nucléaire, c'est une bombe nucléaire, c'est une arme de dissuasion. Sauf que le concept de dissuasion, le déclenchement de la bombe dépend de celui qui possède la bombe. Et personne ne peut être sûr qu'à un moment donné, l'un ne déclencherait pas la bombe. Et à partir de ce moment, ne sont plus menacés seulement ceux qui ont attaqué, même ceux qui n'ont pas attaqué. On ne peut pas, rien ne nous dit que si l'un de ces pays décidait de déclencher sa bombe atomique, le monde n'en souffrirait pas au-delà des belligérants dans le conflit. Ne faut-il pas développer une éthique du nucléaire? Ne faut-il pas développer une éthique du nucléaire? Qui t'a donné un contenu relativement objectif au concept de dissuasion. La question que vous venez de poser a été posée en 2011. Et la réponse que Claude Allègre essaie de donner est une réponse, il se comportait en pédagogue et non en expert. Alors, en pédagogue, il a plutôt donné une leçon à la France, particulièrement à la France, en disant, au moment où vous pensez qu'en réalité, les traités de limitation des armements nucléaires, par exemple, sagement négociés par Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan, par exemple, pourront facilement permettre l'abolition ou bien la canalisation de l'utilisation des nucléaires ici, n'ont pas abouti à des fins utiles. Parce qu'en réalité, après ces traités, on a eu à récupérer une grande partie des armes nucléaires, mais la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on a donc localisé cela? Et il a donc précisé dans son ouvrage « Faut-il avoir peur du nucléaire ?» qu'on apprend avec une inquiétude que la mafia russe a réussi à en récupérer une partie importante qu'elle veut vendre au plus offrant. Bon, aujourd'hui, nous assistons et nous constatons qu'elle n'est récupérée pas pour vendre. Elle est récupérée probablement pour pouvoir faire usage ou bien faire pression ici, comme le prof venait tout à l'heure de mentionner, pour pouvoir affirmer sa suprématie à l'échelle internationale. Mais maintenant, faut-il continuer à penser une éthique? Oui, la question est réellement bien posée. Il faut essayer de penser une éthique du nucléaire, mais cette éthique consisterait à comprendre que chaque nation, puisque la science a l'âge de ses instruments, et il faut que chaque nation essaie de mieux canaliser et de mieux contrôler, mais il ne faudrait pas que les nations ici démissionnent dans le projet de réalisation ou de construction des centrales nucléaires ou même des armes nucléaires. Il faudrait qu'on essaye donc d'équilibrer en quelque sorte la terreur, quitte à ce que l'adversaire puisse comprendre que ce qu'il me présente comme étant arme, moi aussi je possède. Et qu'à tout moment, moi-même, je peux en faire usage. Lorsqu'il y aura donc l'équilibre de la terreur, alors la nation pourrait donc désormais évoluer, ou bien les nations pourront donc désormais évoluer en paix. Il n'y aura pas de paix possible si en réalité ce n'est qu'une partie qui possède ces armes nucléaires. Donc l'éthique qu'on propose ici, c'est en quelque sorte une forme d'autocritique ou bien d'autocontrôle
de la science, à l'intérieur même des scientifiques, mais pas une éthique qui sera fondée sur la morale. Moi, je ne pense pas que la morale ici, ou bien, bon, si on veut parler même de la morale, ce serait une morale beaucoup plus dynamique. Et non une... Ce que je veux dire, c'est que l'éthique du nucléaire est déjà là. Puisqu'on n'en fait pas nécessairement usage, il faut prendre les cas de Nagasaki et Hiroshima. Professeur Mouchili, la Russie n'aurait pas d'armes nucléaires que le conflit qui est en cours serait terminé. Justement. À moins de Mais 3 jours. ce que je vous dis. Donc, si le conflit peut durer sur 2, 3, 4, 5 ans, en raison du fait que la Russie possède l'arme nucléaire. Justement. Donc, dire qu'on ne s'en sert pas, je pense que c'est quand même péremptoire de dire qu'on ne s'en sert pas. Psychologiquement, on s'en sert déjà. Écoutez, la guerre au niveau du nucléaire en ce moment est beaucoup plus psychologique. Parce que on ne peut pas délimiter dans le temps et dans l'espace le voyage dans l'atmosphère de la radioactivité que déclenche une bombe nucléaire qui a été jetée quelque part. Voyez-vous? Même si le lanceur n'est pas à l'abri. Voyez-vous? Mais, sauf si on veut se faire harakiri, ou alors on veut se comporter en kamikaze. Mais je pense que Robert Oppenheimer a écrit un ouvrage intitulé oh là là, ça va me revenir. Oui. Dans son ouvrage, il dit, Robert Oppenheimer pense ceci: l'homme est l'être le plus curieux du monde parce que c'est le seul être qui possède une très grande intelligence, mais qui, pour se sauver en fin de compte, doit faire usage plutôt de l'instinct que de la raison. Voyez-vous? Oui. La peur de mourir, c'est-à-dire le fait qu'on soit effacé du monde parce qu'on a fait usage d'un type de bombe classé parmi les bombes non conventionnelles, les armes non conventionnelles, ne fait pas peur seulement. C'est-à-dire, cette réaction ne fera pas peur seulement à l'adversaire, mais à nous-mêmes. C'est-à-dire, la quantité de radioactivité que va déclencher une bombe nucléaire, à l'instar de Satan II, que possède aujourd'hui la Russie, est-ce que ça ne va pas retourner? Puisque l'atmosphère communique, il y a des interactions à l'intérieur de l'atmosphère, et ajouter une grande quantité d'un type de gaz dans l'atmosphère pourrait entraîner aussi l'accélération de la destruction de la couche d'ozone. Je dis ça parce que Vénus, la planète Vénus, ne peut pas avoir des êtres vivants. Pourquoi? Parce que l'atmosphère de la planète Vénus est à 80% constituée de CO2. Nous sommes capables de vivre sur Terre parce que notre atmosphère ne contient que 0,03% de CO2. Et nous avons à ajouter, à ça c'est naturel. Bon, maintenant, l'activité humaine ajoute quelle quantité? Et pourquoi les températures montent? Voyez-vous? Oui. On va ajouter au CO2 qui font déjà monter la température, la radioactivité. C'est-à-dire, c'est un nombre de risques qu'on ajoute au nombre de risques existants. Voyez-vous? Bon, en ce moment-là, quelles sont les conditions d'usage même de cette arme? La Russie n'est pas folle. Mais la Russie sait au moins qu'elle ne pourra pas être attaquée tant qu'on ne sait pas à quel moment elle voudra peut-être utiliser cette arme. Quand même, elle ne voudra jamais le faire parce qu'elle sait quelles sont les conséquences d'un tel usage. Ce n'est pas pour rien. Regardez aux États-Unis quand un président prête serment. C'est au président de la République qu'on donne le code. Parce que celui qui part va laisser une arme qui peut être utilisée à partir du bureau ovale. Mais celui qui arrive doit savoir que le code qu'utilisait l'ancien n'est plus le même. Ou alors, sauf si on va maintenir ça pour que chacun soit capable, en tant qu'ancien président, de venir en faire usage sur le président en fonction peut-être est devenu amnésique. Bon, Professeur Mouchili, ça reste trop dangereux. Oui, et non, je repose ma question autrement. C'est potentiellement
dangereux. Oui. Mais cette dangerosité ne demeure qu'un potentiel tant qu'on n'en aura pas fait usage. Mais il faut en avoir pour que la paix... Parce que les hommes ne sont pas des êtres pacifiques. Les hommes sont des êtres qui se reposent parce qu'ils ont fait trop de guerres. Voyez-vous? Et c'est ça qu'on appelle contexte de paix. Oh, c'est le contexte de repos. Fatigué de guerre, on décide de prendre un peu de repos. Professeur, rien ne nous dit que l'OTAN ne va pas décider tout à l'heure à 16 h d'attaquer. Et que les décisions humaines sont subjectives, peuvent être motivées par des faits que vous et moi ne pouvons pas comprendre et ne pouvons peut-être pas analyser. Je pose ma question autrement, doit-on sortir du nucléaire? De toutes les façons, la question ne doit pas se poser parce qu'on ne peut pas sortir du nucléaire. On ne peut pas. On ne peut pas pour différentes raisons que nous avons... sortir du nucléaire militaire? Non. C'est encore une question... Bon, là, on ne peut pas donner son opinion alors même qu'on sait que l'activité qui donne une raison d'être nucléaire est une activité de déploiement de l'intelligence. C'est-à-dire, c'est la caractéristique du déploiement de l'intelligence. Ça veut dire, est-ce qu'il faut interdire à l'intelligence d'aller au-delà de ce qui est immédiatement utile? Parce que la guerre, par nature, n'est pas totalement inutile. La guerre redistribue les cartes et fait en sorte que les nations soient classées par ordre de puissance ou d'impuissance. Mais surtout de puissance, oui. Permettez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on doit développer une éthique de l'intelligence? C'est à ce niveau que je suis toujours contre la bioéthique. Parce que la bioéthique arrive et on en fait un moyen pour bloquer le fonctionnement de l'intelligence. Laissons l'intelligence se déployer et essayons de vivre avec cette intelligence qui crée bien sûr des dangers en permanence. Mais l'éthique consiste à vivre au milieu des dangers sans en mourir. L'éthique ne consiste pas à effacer la possibilité d'existence de danger. Parce que s'il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'éthique. Et comment vivre dans le danger? C'est la plus grande question. Et non, comment faire pour que le monde ne court plus de risques? Docteur Mohamed, vous voyez, on est vraiment sur un terrain qui, à mon avis, est assez délicat. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que l'intelligence doit produire tout ce qu'elle peut? Est-ce que l'intelligence doit produire tout ce qu'elle peut? Je crois que l'intelligence fonctionne ici en fonction des circonstances. En réalité, vouloir dire, par exemple, notre thématique, il faut revenir là-dessus, c'était science et le nucléaire. Alors, science et nucléaire. S'il faut suspendre, par exemple, l'évolution, par exemple, les recherches en physique nucléaire, ça veut donc dire qu'on serait en train de mettre fin à la science. Nous serons en train de suspendre toute volonté de recherche en science. Nous avons dit tout à l'heure que c'est à partir des recherches sur les nucléaires qu'on a constaté que le noyau atomique ici présentait des éléments favorables pouvant busquer en quelque sorte les recherches dans les communautés scientifiques. Bon, maintenant, si à partir des effets négatifs, par exemple, des nucléaires, par exemple, militaires, il faut se replier, se recocovier et disparaître du débat, par exemple, en ce qui concerne les recherches en physique nucléaire. Moi, je pense que le monde serait en train de courir, en réalité, vers sa propre perte. On ne peut pas fonctionner aujourd'hui sans la science. On ne peut plus, c'est impossible. On ne peut plus démissionner et on ne peut faire qu'avec la science. L'unique possibilité aujourd'hui, nous avons dit, et on insiste là-dessus depuis, c'est qu'il faut nécessairement l'équilibre de la terreur. Ce n'est que ça. Ce qu'on vit aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas une guerre qui consisterait à entrer directement en contact et il y aura peut-être la destruction des biens matériels et pour le moment, non. Ce qu'on vit en réalité, c'est une guerre psychologique et c'est une guerre qui est encore plus dangereuse que les autres formes des guerres. Parce qu'en réalité, lorsqu'on entre déjà dans l'affrontement entre les parties, en réalité, lorsqu'on bombarde, si on nous bombarde ici, dès qu'on nous bombarde, nous ne serons plus. Et personne ne doit peut-être se retrouver en train de souffrir. Mais le fait de penser qu'à tout moment, on peut nous bombarder,
nous plonger directement dans la souffrance. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous aussi, nous avons par exemple notre propre arme et que l'adversaire possède aussi l'arme, l'adversaire ne peut pas tellement nous menacer, sachant qu'en voulant nous menacer, nous pouvons directement déclencher. Donc, il y aura là une forme d'équilibre de la terreur et le monde pourrait peut-être évoluer en paix. Donc, c'est un peu ça la logique. Ce que je voudrais ajouter, il faudrait savoir que l'homme n'est pas d'abord caractérisé par la volonté d'être intelligent. L'homme est d'abord, c'est-à-dire le premier élément marquant la caractéristique humaine, c'est l'instinct de survie. Bon, maintenant, parce que l'usage de l'instinct de survie au sein de la société ne permettrait pas un vivre ensemble harmonieux, l'intelligence va émerger pour que nous devenions des gentlemen. Qu'est-ce que devenir un gentleman? Faire en sorte que ce ne soit pas son instinct de survie qui se manifeste partout. Mais tout faire pour que ces passions, ces pulsions naturelles soient utilisées de façon civilisée. Voyez-vous? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vouloir penser la possibilité d'arrêt de l'activité nucléaire dans ce monde, c'est ignorer ce qu'est l'homme par nature. C'est cet être méchant, par nature, égoïste. Regardez un peu l'état, ce que fait Hobbes quand il décrit son état de nature. Quelles sont les vertus de l'état de nature de Hobbes? C'est la ruse, c'est la fraude, c'est la force. Voilà l'homme. Maintenant, parce qu'il y a les institutions, on sera obligé de respecter autrui. On ne va plus agir par rapport à autrui en usant de la force. Bon, maintenant, c'est l'intelligence qui va caractériser l'individu. Mais c'est parce qu'il est contrôlé. Il est contrôlé. Bon, maintenant, quand on est contrôlé de part et d'autre, il y a de fortes chances que cette bombe ne soit pas déclenchée. Voyez-vous? Je pense pour ma part. Oui, on est dans la probabilité. On est dans la tout est probabilité. Oui. Tout est probabilité. Et dans cette probabilité, quand le docteur Mohamed parle de l'équilibre de la terreur, imaginez les 195 pays, pour ne prendre que ceux-là, des Nations Unies, ayant eu le droit de posséder une bombe nucléaire. Qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que ceux qui ont le droit de posséder la bombe nucléaire l'ont fait parce qu'il était normal que ce soit eux qui... Ce sont les vainqueurs de la guerre, les vainqueurs qui écrivent l'histoire et sanctionnent les autres. Maintenant, l'intelligence ne respecte pas le statut du vainqueur. L'intelligence d'un Camerounais à Yaoundé qui se déploie et découvre des choses n'a pas pour limite ce que l'ONU a dit en 1948 ou en 1945. Voyez-vous? Bon, mais l'intelligence qui se déploie peut être au service de tout pays. Et les grands pays ont cette intelligence de capter les cerveaux. Nous avons une jeune fille camerounaise qui vient d'être recrutée à la NASA. Beaucoup de personnes ne savent même pas qu'elle a eu sa licence à l'université de Tchak, par exemple. Mais comment vous pensez que s'il fallait nécessairement faire un concours pour capter cette intelligence, on aurait nécessairement trouvé en la fille la valeur qu'il faut, en cette fille la valeur qu'il faut? Moi, je ne pense pas. C'est que les uns et les autres sont à l'affût des intelligences. Oui. Maintenant, que faisons-nous pour capitaliser nos intelligences? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que tant qu'on ne sera pas dans une politique de capitalisation de nos intelligences, alors on sera toujours à la traîne, on aura toujours peur de tout, on va se réfugier dans le religieux. Non pas que je refuse qu'on soit religieux, mais je refuse qu'on articule la science à nos besoins de religiosité. L'intelligence serait-elle le moteur de l'éthique? Oui. C'est l'intelligence du chercheur qui doit même fonder l'éthique de la recherche. Et non l'intelligence de celui-là qui se trouve à dehors de la recherche. Plus seulement l'éthique de la recherche, dans la mesure où les produits de la recherche concernent l'homme au quotidien. Les produits de la recherche. On serait dans un environnement où l'intelligence que produit la recherche impose un code de vie aux citoyens, aux individus. Justement.
Mais il faut savoir que la science a deux finalités. Une finalité intrinsèque, c'est-à-dire comment se développe-t-elle en son sein, hein, et quels sont les niveaux, quelles sont les différentes possibilités qu'elle trouve quand on est en laboratoire. Est-ce que toutes ces possibilités sont nécessairement à usage utilitariste, ce qui justifie la finalité extrinsèque de la science, c'est-à-dire l'incidence qu'a la production scientifique sur la condition humaine, par exemple. C'est ça la finalité extrinsèque de la science. Oui. Mais on a l'habitude de ne voir la science que par rapport à cette finalité extrinsèque. Oui. Bon, maintenant, au niveau de la crédibilité... Sauf que l'activité scientifique ne se produit pas pour elle-même. Oui, elle se produit pour modifier la condition humaine. La science aussi, c'est ça à savoir. Hein. Moi, je ne pense pas que c'est la finalité de la science. Parce que la science... Là, docteur Mohamed, on parle là de guerre. En sachant bien que nous sommes dans une espèce d'éthique de la guerre, en parlant de l'éthique du nucléaire. Donc, on parle de guerre en sachant bien que l'objectif de la guerre, c'est de créer la terreur pour pouvoir... peut-être que la fin n'est pas toujours de tuer. L'objectif de la guerre, pour moi, c'est de créer une paix plus durable. Hein. Oui, de créer une paix plus durable, avec les conséquences que la guerre peut avoir sur la vie des hommes dans une société, dans un contexte particulier ou dans le monde en général. Est-ce que la philosophie ne devrait pas penser à développer d'autres moyens de percevoir l'équilibre de la relation plutôt que de reposer l'équilibre de la relation sur la terreur? Attendez, s'il vous plaît. La politique qu'il va falloir mettre sur pied, sera-t-elle pour l'homme ou bien pour des surhommes? Parce que je ne vous comprends pas. Tout à l'heure, nous avons défini l'homme comme étant un être ici qui possède une dimension essentiellement sadique. Il est de la nature de l'homme d'être méchant. Oui, maintenant, le professeur Mouchili nous a bien dit, si l'homme dans sa nature est méchant, on ne peut pas définir, on ne peut pas le considérer comme tel et en rester là. On met en place des institutions telles qu'il a évoquées pour pouvoir le discipliner. Bon, appelons ça le discipliner, pour le rendre sociable. Parce que Aristote nous le dit, sa vocation, c'est sociable. Mais dans cette dynamique-là, est-ce que la raisonnabilité, je ne sais pas si le terme est juste, mais est-ce que cet appel à polir l'homme ne peut s'adosser que sur la terreur? Monsieur, je voudrais juste faire une précision. Oui. Dans ma langue, vous savez comment définir l'homme? L'homme est une énigme et un danger. Voilà la définition de l'homme. Oui, tout à fait. Ça, c'est l'homme. On parle là de l'homme naturel. Non, même dans nos sociétés. Écoutez, dans nos sociétés, il n'existe peut-être plus trop de guerres. Mais la forme de la guerre s'est transformée en logique concurrentielle de l'existence. Professeur Mouchili, depuis que nous sommes là, on essaye de mener une discussion dans des rapports équilibrés. C'est-à-dire que parce que cette définition de l'homme qu'on peut voir dans votre langue ne s'applique pas nécessairement partout. Ou bien nous faisons l'effort pour que l'homme, la dimension polie de l'homme soit au-dessus. Bon, et c'est ça que nous recherchons à travers notre émission. C'est-à-dire que nous faisons l'émission pour comprendre pourquoi l'échec de l'homme et le conduit vers quelque chose de plus civilisé, de plus poli. Bon, monsieur le professeur, vous savez pourquoi dans chaque État, il existe des forces de maintien de l'ordre ou de la paix? Oui, parce que probablement... Ce n'est pas une probabilité. Tous les jours qui passent, chacun a envie de défier ce qui est un interdit. Oui, tout à fait. Voyez-vous, on veut en toutes circonstances, mais ce qui nous arrête, c'est la force qu'on a donnée à la loi. Voyez-vous, oui. Aucun homme, tel qu'il est naturellement structuré, ne peut avoir pour premier réflexe la générosité, la reconnaissance, l'éducation. À partir du moment où on consigne les lois sur un papier, on organise une éducation, on ne consigne sur un papier que des choses qui ne relèvent pas de l'ordre du naturel. C'est-à-dire, la paix est un artifice. C'est-à-dire, les sociétés civilisées décident de ne pas vivre
tels que naturellement ils ont été déterminés à vivre dans la conflictualité, Tout à fait. ont réussi à tuer le sens de la guerre, qui selon Emmanuel Kant est inscrit dans le cœur des hommes en lettres d'or, c'est-à-dire la guerre, selon Emmanuel Kant, est inscrite dans les cœurs des hommes en lettres d'or. Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut utiliser sa raison, son intelligence au maximum pour rendre l'homme capable de faire la paix. Mais il n'y a pas de capacité de faire la paix si on n'a pas les moyens de se défendre. Et ces moyens doivent être le plus dissuasifs possible. C'est de ça qu'il est question. Donc, retirer la possibilité de penser que l'homme serait pacifiste parce que peut-être il adhérerait à une religion ou croirait à un gourou. Pas nécessairement. Oui. Il y a tous les hommes qui adhèrent à une religion ne sont pas toujours pacifiques. Mais il y a des gens qui n'adhèrent pas à des religions et qui, selon le principe ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, respecte les autres. Ça, c'est une leçon de vie. Oui. Voyez-vous? Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas une essence de l'homme qui ne viendrait pas du vécu de la contingence permanente. Voyez-vous? Oui. Parce que si nous pensons qu'il y aurait cette possibilité pour l'homme de croire qu'il faudrait dénucléariser absolument, alors le projet philosophique existentialiste tomberait à l'eau. Pas parce que c'est une théorie bien élaborée, mais parce que c'est une théorie qui a fait une anthropologie qui semble être la plus plausible dans la description objective qu'il faut faire de la nature humaine. Oui, c'est à ce niveau que je voudrais... Docteur Mohamed, je reviens sur ma question. L'équilibre entre les humains ne peut-elle se faire que par la guerre, par la peur, par la terreur? Alors, pour répondre, Pas la peur, la dissuasion. Hein. Pour répondre à cette question, je vais essayer de revenir sur votre propre propos. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, en prenant appui sur Aristote, que l'homme était un animal raisonnable. Et en tant qu'animal raisonnable, il est appelé à vivre en société. Oui. Maintenant, c'est en fonction de cette raison et des exigences de sa société qu'il peut déterminer le type de rapport qu'il doit mener avec l'autre. Ça, si nous sommes déjà d'accord par rapport à ce postulat, il faut donc essayer de comprendre qu'il existe deux types de rapports que les hommes peuvent en réalité entretenir. Il y a par exemple le rapport conflictuel qui fait partie de l'ADN de l'homme, même à la naissance. Quand nous voyons un peu, si nous essayons de pousser la réflexion plus loin pour essayer d'observer, par exemple, au moment où l'enfant vient au monde, si nous observons le nouveau-né, il vient avec les poings fermés. Ça fait partie des symboles de guerre. Et dès qu'il sort directement, la première chose qu'il fait, c'est de pousser un cri. Pour dire qu'il vient, par exemple, dans un monde qui est purement conflictuel. Et dans l'analyse des étapes d'évolution de l'enfant chez Freud, on se rend compte que l'enfant est animé directement par sa dimension sadique. Que ce soit, par exemple, au moment de l'allaitement, où le nouveau-né commence à entrer dans la relation de reconnaissance avec sa maman en pinçant le bout de la mamelle. Ça, sont des acteurs de guerre. Maintenant, lorsque l'homme entre donc en société et se lance dans le processus de maturation, il doit donc adopter une éducation et l'éducation est donnée par la société. Pensez-vous que notre société d'aujourd'hui présente par exemple des exigences ou bien des principes nous prédisposant par exemple à mener une autre forme de relation ou bien à ne pas faire plutôt avec la guerre? Moi, je ne pense pas. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Je pense qu'il faut nécessairement essayer de comprendre que au-delà de la guerre active, on peut quand même essayer de rester enfermé dans cette guerre psychologique, mais permettre à toutes les nations, et n'est plus enfermé, parce que vous avez posé la question tout à l'heure de savoir, si par exemple toutes les nations possédaient par exemple l'arme nucléaire, que deviendrait par exemple le monde? Moi, je pense que si tout le monde a avec l'arme nucléaire, alors nous serons vraiment en paix dans une paix dure. Oui. Ça, c'est ma nous sommes en pleine journée internationale de la femme. Est-ce qu'il faut penser... S'il vous plaît, il a dit bout de la mamelle. Nous sommes en pleine journée internationale de la femme, il faut dire bout du sein pour être gentil. C'est vrai qu'on appelle le bout du sein mamellon, mais c'est vrai, c'est mieux de dire bout du sein. D'accord. Docteur Mohamed, est-ce qu'on doit penser que c'est l'instinct naturel qui régit l'homme d'un bout à l'autre, finalement? Le prof a précisé tout à l'heure, il a dit l'homme est un être intelligent, mais
C'est un homme qui affronte des situations ici plutôt par rapport à son instinct de survie. L'homme, il existe deux dimensions en l'homme. La première dimension, c'est ce qu'on appelle le héros, c'est-à-dire l'instinct de survie, et le thanatos qu'on appelle l'instinct de guerre. Et cet instinct de guerre prend toujours le dessus sur l'instinct de vie. En réalité, c'est comme par exemple un grand cercle qui entoure le petit cercle. En réalité, l'instinct de vie est tellement, Emmanuel Kant a précisé sur la carte immense de notre raisonnement, la partie obscure est plus grande que la partie éclairée. Cette partie éclairée ici, c'est notre conscience. Parce que ce qui fait notre nature, notre qualité d'homme différent des autres êtres, c'est justement de participer à éclaircir la zone obscure. Voilà. Justement, mais il faut savoir que même quand on est devenu intelligent, l'instinct de survie demeure. Même quand on est devenu intelligent. Tout à fait. Parce que c'est la première caractéristique et fondamentale de la nature humaine. Quand vous prenez tous les outils que vous avez acquis au cours de votre éducation, au fur et à mesure que vous avancez, vous avez un apparat dissuasif envers les autres. Il y a des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas s'attaquer au prof Mouchili parce que c'est le professeur Mouchili. Et le professeur Mouchili a pris tout le temps, toute la peine de construire cette éducation, non pas parce qu'il devait certainement écraser les autres, mais davantage parce que même le seul fait d'être ce qu'il est empêche aux autres de lui dire ci ou ça. Ça veut dire que c'est dissuasif. Mais si le même professeur Mouchili a faim pendant une semaine, il sera davantage prêt à arracher le beignet de l'autre. Parce que au moment, parce que quand on doit affirmer son instinct de survie, on ne tient plus compte de tous ces scrupules. Voyez-vous, bon, il faut, ça dit, la civilisation ne se fait qu'à un certain niveau de vie. Quand vous êtes au niveau de l'instinct basique, vous êtes capable de vous arracher une partie de la peau pour vous nourrir. Voyez-vous. Donc, bon, professeur Mouchili, c'est l'être civilisé. Il y a un vrai Mouchili qui séjourne en professeur Mouchili, qui ne va jamais disparaître parce que cela, c'est son instinct de survie. Chers téléspectateurs, c'est sur ce sourire que nous allons passer à la dernière étape de notre débat sur l'avenir du nucléaire. Docteur Mohamed, est-ce que les différences de civilisation qu'il y a entre les peuples, c'est-à-dire que la mondialisation nous présente un monde, permettez que je parle comme ça, où les civilisations veulent il y a eu une civilisation qui veut phagocyter les autres civilisations. Et finalement, on entretient exactement ce dont on parlait dans la deuxième partie de notre débat. C'est-à-dire qu'on entretient le thanatos en des gens, en des peuples, finalement. Est-ce que ces différences de système de valeurs ne sont pas à la fois les sources de la guerre? Oui, c'est naturellement, c'est cette différence qui serait à l'origine de la guerre ou bien de conflits entre les humains. Et il existe généralement trois causes ou bien trois sources de conflits. Au moment où, par exemple, on se sent supérieur à l'autre, nécessairement, on a envie d'imposer sa puissance et de se présenter comme étant le surhomme par rapport à l'autre. Au moment où on se sent inférieur aussi, on a tendance à vouloir peut-être s'affirmer. Et quand on veut s'affirmer en ce moment-là, on risque peut-être d'être écrasé. Et il y a aussi au moment où il y a l'égalité entre les deux. Et une partie aimerait nécessairement s'affirmer, prendre le dessus. Voilà un peu les trois causes. Alors, lorsque ce type de méfiance-là s'installe, l'humanité ne peut fonctionner qu'en entretenant plus ou moins le conflit. Mais seulement, nous avons dit à la deuxième partie, en tant qu'animal raisonnable, nous pouvons quand même essayer d'améliorer notre existence et de permettre maintenant à notre dimension rationnelle de prendre plus ou moins de dessus en partant maintenant plutôt sur la table des négociations. Moi, je pense que c'est beaucoup plus dans ce sens-là, mais tout en permettant aux uns aux autres ici de développer la science pour pouvoir s'imposer désormais dans le monde. Professeur Mouchili, est-ce que la valeur a encore un sens? Dans cette science, qui voit l'énergie, qui réside apparemment, je le dis avec beaucoup de précaution, dans le factuel. Ce qu'on doit dire,
c'est qu'il y a toujours des valeurs, mais les valeurs doivent être déterminées par les circonstances de l'existence. Nous sommes en train de parler de l'avenir du nucléaire. Et il faudrait savoir une chose. Le moteur de l'industrie moderne, c'est l'électricité. Comment produire de l'électricité en ne faisant pas usage du nucléaire? C'est vrai, il y a d'autres possibilités. Mais quel est le niveau d'efficacité de ces possibilités? À ce niveau, il faut dire que, quelle que soit la possibilité qu'on utilise, on créera de nouveaux aléas, de nouveaux hommes d'ombre, de nouvelles incertitudes. Parce que, autant on peut développer une peur folle par rapport au nucléaire, autant il faut savoir que un TGV qui démarre d'un endroit pour un autre endroit, en calculant sa vitesse, sa portance, son itinéraire, il y a aussi un grand nombre de risques, de morts d'hommes. Tout à l'heure, on a dit qu'il n'y avait pas de science au degré de risque zéro. Et c'est à toutes les échelles de développement. À partir de la masse d'une seringue, on peut savoir quelle est la quantité de matière première qui a été utilisée et quels sont les éléments, c'est-à-dire les ingrédients qui ont été associés à peut-être l'EVA, qui est une matière plastique pour qu'on obtienne une seringue, et savoir quelle est la quantité de CO2 qui a été dégagée, éjectée dans l'atmosphère. Voyez-vous? Faut-il accuser l'industrie? Les scientifiques aujourd'hui disent que l'industrialisation ne peut pas à elle seule suffire pour que le monde connaisse une dégradation permanente. La nature s'autodégrade par nature. Bon, originellement, la nature s'autodégrade. Et les études de ceux qui ont eu le prix Nobel de la physique en 2021, Giorgio Parisi, c'est-à-dire dans la physique des systèmes complexes, ou pour d'autres c'est dans la géophysique, ou bien dans la géochimie, on constate que il y a à l'échelle des éléments subatomiques qui constituent la Terre des collisions permanentes. Ça veut dire qu'en dehors de la guerre que nous menons déjà entre nous les hommes, il y a que les constituants de la matière sont constamment en guerre. Et c'est pour cette raison que la nature s'autodégrade. Parce que la guerre crée des collisions, c'est-à-dire des accidents. Et quand ça se tend de l'échelle atomique à l'échelle planétaire, c'est le monde entier, c'est-à-dire la planète entière qui est en train de se fissurer, se disloquer progressivement. Il faut déjà penser comment gérer cette situation qui est plutôt naturelle et caractéristique de la Terre. Quand nous parlons d'un encadrement de la science, à partir d'une éthique métaphysiquement fondée, on oublie qu'il faut déjà se rappeler que même sans la science, la dégradation progressive de la Terre ne permet pas que la vie soit maintenue absolument. Ça veut dire que le taux de CO2 qui constitue déjà l'atmosphère, une partie de l'atmosphère, peut s'augmenter même sans l'industrie. Voyez-vous? Bon, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Nous avons des biologistes qui ont étudié la génétique et ont pensé, par exemple, l'avènement des OGM. Et à partir des OGM, on pourrait développer une végétation qui résiste à toutes les formes, aux formes les plus rudes de température. Voyez-vous? Et cela pourrait maintenir une sorte d'équilibre et permettre qu'au fil du temps, cette autodégradation de la Terre puisse ne pas aller avec le même rythme, mais que cela soit modéré et ralenti. Parce que la Terre, il faut prendre la Terre comme un être vivant. Et quand vous voyez apparaître un désert quelque part, c'est le début de la mort de la Terre. Est-ce qu'on peut contrer l'évolution du désert? Si c'est possible, pourquoi n'investissons-nous pas plutôt dans une technologie qui va s'accroître en permettant à la Terre de respirer davantage,
On préfère plutôt condamner les aspects, parce qu'il y a une sorte d'écologisme qui a prospéré aujourd'hui et qui fait que nous soyons... Je vais prendre l'entreprise de Gore, l'ancien vice-président américain, Al Gore. Il a une entreprise qui lutte, dont l'objectif est de lutter contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire l'écologisme est le cheval de bataille. Mais le même Gore, Al Gore, fait des tours du monde en empruntant les avions privés. Et ce tour du monde, sur 10 ans, en faisant usage des avions, hein, est-ce que cela ne pollue pas? Est-ce qu'on doit seulement écouter le message sans lui dire voyage moins? Parce que même tes voyages créent la pollution. Voyez-vous, quand vous voulez encadrer la science, en faisant usage de la haute technologie pour vous situer au niveau du monde actuel, est-ce que votre lutte n'est pas en contradiction avec votre combat? Cette dernière partie d'émission, Dr Mohamed, nous l'avons intitulée l'avenir du nucléaire, mais nous allons vous poser la question autrement. Peut-être que le nucléaire, c'est l'avenir. Est-ce que le nucléaire, c'est l'avenir? Je crois réellement que je pourrais répondre à cette question par une affirmation. Si c'est désormais à partir du nucléaire qu'il faut essayer de comprendre la constitution, le fonctionnement de la matière, alors, et que l'homme, à travers la méthode scientifique et l'évolution de la science qui est purement discontinue, ne peut plus faire une forme de crossover pour pouvoir revenir dans l'ancienne conception de la matière, alors je pense que à partir de la révolution impulsée par la physique nucléaire, nous pourrons désormais essayer de cerner l'avenir. On ne peut pas se passer du nucléaire pour ce machine. Pour l'instant, c'est impossible. Je ne dirais pas... Bon, pour être modéré, il faut dire que c'est difficile. Oui. Parce que, puisqu'on s'inquiète du fait que l'usage très accéléré et désordonné du nucléaire va même faire que le nucléaire finisse d'ici 150 ans. On n'aura plus de sources pour trouver comment faire fonctionner nos réacteurs nucléaires. Voyez-vous? Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour qu'on aille au-delà de 150 ans. On s'est aussi rendu compte, prof, que l'énergie est dans tout. Oui, l'énergie est dans tout. Oui. L'énergie est dans tout. C'est que... Il faut peut-être s'investir. Quand on parle d'énergie pour le développement durable, moi j'entends par développement durable la possibilité pour nous de reporter les risques à une autre époque. Comme si notre génération est celle qui doit vivre bien au détriment des générations futures, parce qu'on est en train de reporter l'avènement des dangers. C'est-à-dire, si le danger doit arriver en 2020 ou bien en 2025, qu'on fasse tout pour qu'avant 50 ans, ça n'arrive pas. D'ici 50 ans, quand l'autre génération arrivera, pourquoi devrait-elle souffrir de ce que nous avons produit comme risque? Si on veut aller chercher une éthique pour des précautions, moi je pense pour ma part que le bateau est déjà en mer et il faut le réparer au coup par coup. On ne peut plus accoster parce qu'on est déjà en pleine mer. Embarqué. On est embarqué, on ne peut plus accoster, on le répare au coup par coup. C'est pour ça que chaque bateau voyage avec ses mécaniciens. On ne va pas attendre qu'il y ait panne pour avoir un équipage constitué de mécaniciens. Non. Ça signifie que nous ne devons pas avoir un sens prescriptif de l'éthique. Il faut savoir que dans son essence étymologique, l'éthique est descriptive. L'éthique n'est pas prescriptive. Donc, penser l'éthique ne peut pas être une occasion pour nous de souhaiter un ralentissement de la production de danger. Encore que la décroissance technologique devra devenir un risque. Si la technologie décroît, l'économie chute, le chômage s'augmente et on rentre dans nos huttes d'avant la civilisation. Et peut-être qu'on recommence. Et ceux qui pensent que l'humanité c'est un cycle auraient peut-être raison. Le cycle est dans le rajeunissement permanent de l'humanité.
Le cycle n'est pas dans l'arrêt du déploiement de l'intelligence. Laissons l'intelligence se déployer et prenons, établissons-nous d'abord comme des êtres qui ne vivent que dans le danger et qui ne sont heureux. Ouais, ce n'est que lorsque tous ceux qui vivent mieux sont ceux qui ont le goût du risque et qui vont vers le risque. Il n'y aura pas de vie meilleure lorsqu'on aura envisagé une vie sans danger. Ce n'est que parce que l'homme vit dangereusement qu'il peut se déployer comme un être heureux sur cette terre. Si la Russie déclenche sa bombe, les États-Unis déclenchent aussi, la France de l'autre côté, et tout est fini. Tout est fini. Heureusement on ne peut déjà pas arriver là. La probabilité pour qu'on arrive est très réduite parce que chacun sait que si par exemple il appuie, il y a la probabilité pour que l'autre puisse appuyer et puis nous serons ici en train d'aller vers la fin de notre humanité. Et nous aussi qui n'avons rien demandé. Mais c'est clair. Qui ne sommes en rien concernés. Le battement de l'aile papillon impacte directement et occasionne la pluie à des distances ou bien à des kilomètres très éloignés. S'il y a déclenchement de l'autre côté, nécessairement nous allons subir. Étant donné que le produit ici va donc voyager à travers l'énergie, nous avons dit tout à l'heure. Et si ça voyage à travers l'énergie, nous n'avons pas besoin d'attendre 1 heure de temps pour commencer à avoir les répercussions. Donc, à ce niveau-là, le monde entier, l'humanité en général, doit payer le prix. C'est une question pour M. Mouchili. On est tout le temps entre la construction de l'avenir et la fin de tout. Oui, oui. Finalement, c'est ce que nous dit la science. La science, le bon sens. Le titre du livre que j'ai cherché de Robert Oppenheimer. Oui. Voyez-vous, sachez que les scientifiques ne sont pas dépourvus de bon sens. Et les scientifiques travaillent parce qu'eux-mêmes veulent vivre. Mais quelles sont les conditions de vie dans un monde qu'on ne maîtrise pas? Il faut être capable d'être acteur et auteur de son histoire. Et pour cela, il faut comprendre son environnement, comprendre ce qui rend la vie possible et être capable soi-même de produire des vies. Nous avons compris qu'avec par exemple la loterie génétique qui s'appuie sur le hasard de la nature, l'homme n'était pas toujours sûr d'avoir un enfant qui naisse dans des conditions les meilleures, sans maladie, voyez-vous. Mais aujourd'hui, on sait que la maîtrise de la génétique, la maîtrise de la matière, nous permet de faire en sorte que d'ici 30 ans, qu'on n'ait plus des enfants qui naissent avec mucoviscidose, trisomie 21, la malvoyance. On pourrait corriger ça à partir d'une médecine prédictive. Et quand on parle de l'énergie nucléaire, en médecine, les nanotechnologies sont utilisées parce qu'il y a des interventions chirurgicales où on procède par des bombardements quantiques. C'est le même bombardement, mais cette fois à l'échelle miniaturisée. Ce sont ces bombardements qui vont bombarder les cellules qui sont en trop parce que ces cellules qui se développent sont des cancers de façon anarchique. Bon, le bombardement quantique peut servir à arrêter cela. Bon, maintenant, le même bombardement qu'on a utilisé sur une cellule peut être renforcé en capacité et qu'on l'utilise contre un ennemi. Voyez-vous, ce qu'on a utilisé à l'échelle macroscopique ou du gigantisme peut être utilisé à l'échelle microscopique, miniaturisée et créer plutôt des solutions à des maladies autrefois incurables. Chers téléspectateurs de Africa TV, autant le nucléaire est une affaire délicate, autant les raisonnements, les réflexions que nous avons menées restent des questionnements sur lesquels nous reviendrons plus tard. Vous pourrez lire, par exemple, un livre qui nous a aidé à préparer, quelques ouvrages qui nous ont aidé à préparer l'émission. C'est Claude Lefebvre et Guillaume Weisbert qui écrivent les armes de destruction massive et leur introduction et leur interdiction, s'il vous plaît. Les armes de destruction massive et leur interdiction, menaces nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques, explosives de masse. Un autre livre qui nous a permis de préparer l'émission, c'est le livre de Claude Allègre de l'Académie des sciences avec Dominique Montvalon. Faut-il avoir peur du nucléaire? C'est des réflexions que vous pouvez trouver. Ce livre est publié aux éditions Plomb. Le premier est publié chez l'Harmattan. Un autre livre qui nous a permis de préparer l'émission, La recherche en physique nucléaire.
c'est autant d'ouvrages qui peuvent vous permettre d'avoir vos avis sur ces questions, sur cette question que nous avons développée au courant de cette émission. Et nous vous remercions de l'avoir suivi de bout en bout. Merci infiniment pour ce Mouchili. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Merci, Dr Mohamed. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment pour l'effort que vous faites pour que nos étudiants, nos chercheurs, notre société parviennent à décrypter des concepts quelquefois mystiques qu'on entretient comme ça sans en savoir, sans pouvoir définir, sans pouvoir donner un contenu à cela. Merci infiniment, chers téléspectateurs, et à très bientôt sur Africa TV. N'oubliez pas de vous abonner parce que notre Afrique va gagner, parce que vous vous abonnez à notre chaîne. À très bientôt sur Africa TV.